où vraiment chaque seconde compte. L'antibiothérapie d'urgence en réanimation. Oui. Les documents qu'on a devant nous, ce ne sont pas juste des notes, ce sont de véritables stratégies de combat. L'enjeu est vital et le mot d'ordre qui en ressort, il est limpide. Frappez vite, frappez juste. Et ce frapper vite, frapper juste, ça résume parfaitement toute l'attention. Il ne s'agit pas juste de choisir un antibiotique dans une liste comme ça. Mais non. Les sources, elles parlent d'un véritable pari microbiologique. C'est-à-dire qu'on est obligé d'agir tout de suite pour sauver une vie en se basant sur des probabilités, sur un faisceau d'indices. Avant même de savoir qui est l'ennemi. Exactement, bien avant d'avoir son identité précise. Et c'est un équilibre permanent. D'un côté, le risque immédiat, la mortalité si on attend, et de l'autre, le risque à plus long terme. L'antibiorésistance. Voilà, l'impact sur l'écologie du patient et, plus globalement, l'augmentation de la résistance des bactéries. Mais en urgence, la règle d'or qui ressort de tout, elle est brutale. Chaque heure gagnée, c'est une chance de survie en plus. Ce concept de pari, il est très fort. Et si c'est un pari, j'imagine que la première chose à faire, c'est d'évaluer le terrain pour mettre toutes les chances de son côté. Les documents sont très clairs là-dessus d'ailleurs. C'est la question fondamentale, celle qui va tout orienter. Les sources, en fait, elles dessinent deux mondes complètement différents. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les infections communautaires. Celles qu'on attrape dans la vie de tous les jours, quoi. C'est ça, en ville, hors du système de soins. Là, les microbes sont, on va dire, sauvages. Ils sont en général beaucoup plus sensibles aux antibiotiques classiques. Et j'imagine que l'autre monde, c'est l'hôpital. Oui. Le tableau doit être bien différent. Radicalement différent. Ce sont les infections qu'on appelle associées aux soins. L'hôpital, c'est un écosystème à part. La pression de sélection avec l'usage massif d'antibiotiques, elle est immense. Les bactéries s'habituent. Elles s'adaptent en permanence. Du coup, le risque de tomber sur ce que les notes appellent des bactéries multirésistantes, les fameuses BMR, il est beaucoup plus élevé. Savoir si le patient arrive de chez lui ou s'il est là depuis 3 semaines, ça change complètement la donne. D'accord, le terrain est posé, maintenant il faut choisir l'arme et surtout comment s'en servir. Et là je dois avouer, quand j'ai lu PKPD dans les notes, ça m'a semblé un peu abstrait. Oui, c'est un jargon qui peut faire peur, mais l'idée derrière est très visuelle en fait. Le PKPD, pour pharmacocinétique, pharmacodynamie, c'est tout simplement l'art d'optimiser l'action d'un antibiotique. D'accord. Et pour simplifier, les sources montrent qu'il y a, disons, 2 grandes philosophies d'attaque. La première concerne une famille très courante, les bêta-lactames. Pour elle, on parle d'antibiotiques temps dépendants. Temps dépendant, ça veut dire que l'efficacité dépend de la durée d'exposition. C'est exactement ça. Pour cette famille-là, il faut imaginer un poison lent mais constant. On ne cherche pas un coup de massue, mais une pression ininterrompue. L'objectif, c'est de garder la concentration du médicament dans le sang juste au-dessus du seuil qui tue la bactérie. La fameuse CMI. Voilà, la CMI. Et pour y arriver, on va préférer des administrations continues, à la seringue électrique, ou au moins des perfusions prolongées sur plusieurs heures. Donc si je comprends bien l'image, on cherche à mariner la bactérie en permanence pour l'épuiser. C'est une excellente image, on l'empêche de respirer. Et la deuxième stratégie, c'est l'exact opposé. Ah bon? Oui. Elle concerne des antibiotiques comme les aminosides. Eux, ils sont concentration dépendants. Là, c'est une frappe chirurgicale, un missile. L'important n'est pas la durée, mais d'atteindre un pic de concentration énorme le plus haut et le plus vite possible. D'accord, donc là c'est un bolus unique et massif. Un bolus unique, massif, pour faire un maximum de dégâts en minimum de temps. C'est fascinant de voir ces deux logiques si différentes. L'une c'est un siège, l'autre un assaut éclair. Mais dans le chaos de l'urgence, est-ce qu'il y a un principe qui les relie? Une règle commune pour être sûr que ça marche dès la première minute? Oui, et c'est peut-être le point technique le plus important, martelé dans toutes les sources, la dose de charge. La dose de charge. C'est une première dose volontairement plus forte que les suivantes, qui est essentielle pour atteindre la concentration cible immédiatement. En réa, les patients sont en inflammation majeure, leur volume de distribution augmente. C'est-à-dire que le médicament se dilue plus. Des heures, parfois des jours, pour atteindre un niveau efficace. On n'a pas ce temps. La dose de charge, c'est le coup de bélier pour être efficace dès la première injection. C'est non négociable. D'accord, on a le terrain, la stratégie, mais concrètement, avec quoi on se bat? Quel est l'arsenal? Les documents utilisent une image assez parlante de colonne vertébrale. Oui, c'est une très bonne image pour la famille reine de l'antibiothérapie, les bêta-lactamines. Elles forment le pilier de presque toutes les stratégies. À la base de cette colonne, on a les pénicillines, l'amoxicilline par exemple. Le grand classique. Le grand classique. Un peu plus haut, on trouve les céphalosporines de 3e génération, les C3G, la ceftriaxone par exemple. Ça, ce sont vraiment les molécules de première ligne pour beaucoup d'urgences graves, comme les pneumonies ou les méningites. Pourquoi celle-là en particulier? Parce qu'elles diffusent très bien, notamment dans le cerveau, ce qui est crucial. Et au sommet de cette hiérarchie, il y a quoi? L'arme ultime. C'est un peu ça, oui. Au sommet, on trouve les carbapénèmes. Les sources les présentent vraiment comme l'arme atomique de l'arsenal. On les garde en réserve pour les situations les plus critiques, face à des bactéries qui ont des résistances très sophistiquées. Il faut les préserver donc. Absolument. Chaque utilisation augmente le risque de voir apparaître des résistances à notre dernière ligne de défense. C'est une ressource précieuse. Alors ça, c'est un point qui m'a vraiment interpellé dans les notes. On a tous en tête cette idée de l'allergie à la pénicilline comme une sorte de mur infranchissable. Mais les sources suggèrent que c'est souvent surestimé, n'est-ce pas? Ah oui, c'est un message clinique fondamental. Énormément de gens se disent allergiques sur la base d'une petite éruption cutanée dans l'enfance, sans qu'une vraie allergie grave ait jamais été prouvée. Et surtout, le point clé, c'est que le risque d'allergie croisée entre les pénicillines et les C3G, Celle pour la méningite. exactement, ce risque n'est que de 15% environ. Ça change tout. Ça veut dire qu'après une évaluation rapide, on peut très souvent utiliser ces molécules vitales au lieu de se rabattre sur des alternatives qui sont parfois moins bonnes. C'est un vrai mythe à déconstruire. En dehors de cette colonne vertébrale, les documents parlent aussi de forces spéciales, des unités d'élite. C'est ça. Les aminosides, dont on a parlé tout à l'heure, en font partie. Leur force, c'est cette frappe rapide et puissante. On les utilise en duo avec une bêta-lactamine, dans le choc septique, pour avoir un effet de synergie, pour tuer encore plus vite. Mais il y a un inconvénient? Oui, leur talon d'Achille, c'est leur toxicité pour les reins et l'oreille. C'est pour ça qu'on les utilise que pour un coup de feu initial. 1-2 jours, pas plus. Dans ces forces spéciales, il y a aussi les fluoroquinolones. Quelle est leur spécialité à elles? Leur super pouvoir, c'est la pénétration. Elles vont là où d'autres peinent à aller. Et surtout, elles sont cruciales pour les bactéries dites intracellulaires. Celles qui se cachent à l'intérieur de nos cellules?
Exactement. Des germes malins comme la légionnelle qui se cachent pour échapper au système immunitaire. Les fluoroquinolones, c'est une des clés pour aller les déloger. Et pour finir avec ces unités d'élite, on a les glycopeptides. La vancomycine, surtout. Les sources semblent avoir une relation un peu amouraine avec elle. C'est bien résumé. Son grand point fort, c'est son efficacité contre les germes gram-positifs résistants, le SARM en tête, le staphylocoque doré résistant. C'est le spécialiste. Mais, et c'est un mais de taille, sa cinétique est très lente. Elle met du temps à agir. C'est pourquoi la règle est absolue. Jamais de vancomycine seule dans une urgence vitale. Jamais. Il lui faut toujours un coéquipier rapide pour tenir le front en attendant. D'accord, c'est très clair. Mettons tout ça en situation maintenant, dans le scénario le plus extrême. L'heure d'or du choc septique. L'urgence absolue. Le choc septique, c'est quand l'infection fait s'effondrer la circulation sanguine. La pression chute, les organes souffrent. Dès que le diagnostic est posé, un compte à rebours mortel commence. Et le protocole est formel. Dans l'heure qui suit, cette fameuse heure d'or, une bithérapie doit couler dans les veines du patient. Et l'association de référence dans ce cas précis? C'est une bêta-lactamine à large spectre, qu'on choisit selon le terrain, combinée à un aminocide. Le but est double. D'abord, élargir le filet au maximum pour être quasi certain de toucher le germe. On tire à la chouetière, en quelque sorte? C'est l'idée. Et ensuite, on recherche la synergie. L'association des deux tue les bactéries plus vite que chaque molécule seule. C'est une course à la vitesse. Et pour d'autres urgences foudroyantes, comme une méningite? La logique est la même. Elle est encore plus stricte. Face à un purpura fulminans, ces taches violettes qui ne s'effacent pas, ou face à des signes évidents de méningite, la règle, c'est injection immédiate de l'antibiotique. Une C3G. Avant tout le reste. Avant le scanner, avant le transport, et surtout avant la ponction lombaire. Les sources sont très claires. Si le patient est grave, la ponction lombaire ne doit jamais retarder l'injection. Chaque minute de retard, c'est du cerveau qui peut être détruit. Les documents insistent aussi sur des terrains fragiles, des patients où l'alerte doit être encore plus précoce. Oui, 2 exemples sont donnés. Le patient neutropénique, souvent après une chimio, qui n'a plus de défense. Chez lui, la moindre fièvre, c'est l'alerte rouge. L'ennemi juré, c'est le pseudomonas. D'accord. Et l'autre, c'est le patient qui n'a plus de rate, le splénectomisé. Sans la rate pour filtrer, il risque des infections foudroyantes. Pour eux aussi, la moindre alerte, c'est antibio quasi instantanément. Rien de tel que des exemples concrets pour illustrer. Il y a le cas de Monsieur H, 62 ans, qui est un peu le modèle de la bonne prise en charge. C'est le cas d'école, oui. Il arrive aux urgences avec les signes classiques de la méningite, mal de tête, vomissement, nuque raide. L'équipe ne perd pas une seconde. On fait les prises de sang, mais avant même de penser à la ponction, on administre le traitement d'urgence. C3G et dexaméthasone. Et c'est seulement après qu'on fait les examens. C'est ça. Les examens confirmeront une méningite à pneumocoque et l'évolution sera bonne. C'est la parfaite illustration du tirer d'abord, discuter ensuite. Et à l'inverse, il y a cette analyse d'erreur, le cas nommé Charlotte, très parle. Très instructif. C'est un homme de 56 ans, il vient pour une toux, mais avec des signes qui devraient alerter. Il est confus, il a des troubles digestifs, le diagnostic de pneumonie classique est posé et on lui donne un traitement standard. De l'amoxicilline clavulanate. Exactement. Et ça ne marche pas du tout. C'est un échec total. Oui, son état se dégrade et il finit en détresse respiratoire, intubé en réanimation. L'erreur, ça a été de ne pas connecter les points. L'association toux, confusion et signes digestifs, c'est le trio qui doit faire hurler légionellose. Et l'amoxicilline ne marche pas sur la légionnelle. Pas du tout. C'est une bactérie intracellulaire, l'amoxicilline ne peut pas entrer dans les cellules pour l'atteindre. C'est comme essayer d'ouvrir une porte blindée avec une clé de boîte aux lettres. C'est un vrai travail de détective en fait. Les indices étaient là. Quelle aurait été la bonne démarche du coup? La bonne démarche aurait été d'ajouter d'emblée un antibiotique actif sur les intracellulaires, un macrolide ou une fluoroquinolone. La leçon, c'est que devant toute pneumopathie grave, il faut systématiquement couvrir la légionnelle. C'est un rappel brutal. On a donc frappé vite, fort, avec un spectre large. Mais on ne peut pas rester en mode arme atomique pendant des jours. C'est là qu'intervient le frapper juste. Exactement. C'est le concept fondamental de la désescalade. Frapper vite, c'était le probabiliste. Le coup de filet. Frapper juste, c'est la phase documentée. Au bout de 48-72 heures, le labo nous donne les résultats. On a enfin un nom sur l'ennemi. On a un nom, et surtout on a son profil de sensibilité, l'antibiogramme. Il nous dit où sont ses faiblesses. On connaît la cible avec précision. On peut donc affiner le tir. On doit affiner le tir, c'est une obligation. On passe de notre bithérapie large à une monothérapie ciblée avec l'antibiotique le plus efficace et au spectre le plus étroit possible. On arrête la molécule devenue inutile, on réduit la voilure. Ça paraît tellement logique, mais j'imagine que ça peut être contre-intuitif. La tentation doit être forte de continuer avec les grosses armes juste au cas où, non? C'est une excellente question parce que ça touche au cœur du problème. Oui, il peut y avoir une résistance psychologique. Quand un patient commence à aller mieux, l'instinct peut être de ne rien changer. On a peur de casser ce qui marche. Voilà. La désescalade, ça demande de la discipline et du courage. Mais les avantages sont majeurs. D'abord, on réduit la pression de sélection. On fabrique moins de superbactéries. Ensuite, on limite la toxicité pour le patient. Et enfin, on diminue les coûts. C'est gagnant à tous les niveaux. Si on devait distiller l'essence de tout ça, on pourrait en extraire quelques règles d'or. La première, ce serait... Le temps, c'est de la vie. Absolument. Pour un choc ou une méningite, on agit d'abord, on confirme ensuite. Non négociable. Deuxième règle, connaître son terrain. Ville ou hôpital, ça change radicalement le pari de départ. Fondamental. C'est ce qui guide le premier choix. Troisième commandement, Frapper fort d'emblée. La dose de charge n'est pas une option, elle est obligatoire. sans elle, on perd des heures précieuses. C'est le coup de bélier. Quatrièmement, en cas de choc, on associe les forces. Bêta-lactamine et aminoside, le duo de choc. C'est la clé de l'or d'or, pour la vitesse et la synergie. Et enfin, la cinquième règle, la plus sage. Désescalader. À 48 heures, quand l'antibiogramme parle, on passe de la force brute à la précision chirurgicale. C'est ça.